L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 9e, chapitre 9. On élève encore une autre question, et l'on demande si, quand on est heureux, on a besoin ou si l'on n'a pas besoin d'amis. En effet, dit-on, les gens absolument fortunés et indépendants n'ont que faire de l'amitié, puisqu'ils ont tous les biens. Et que se suffisant comme ils font, ils n'ont plus de besoin à satisfaire, tandis que l'ami qui est un autre nous-mêmes doit nous procurer ce que nous pourrions nous procurer à nous seuls. C'est ce que pensait le poète quand il a dit « Quand le ciel vous soutient, qu'a-t-on besoin d'amis ?» D'autre part, quand on accorde tous les biens à l'homme heureux, il est absurde évidemment de ne pas lui accorder des amis, car c'est à ce qu'il semble le plus précieux des biens extérieurs. J'ajoute que, si l'amitié consiste plutôt à rendre des services qu'à en recevoir, que si faire du bien autour de soi est le propre de la vertu et de l'homme vertueux, et qu'il vaille mieux obliger ses amis que des étrangers, il s'ensuit que l'homme de bien aura besoin de gens qui puissent recevoir ses bienfaits. Voilà comment on demande encore si c'est dans le malheur ou dans la fortune qu'on a le plus besoin d'amis, parce que si l'homme dans le malheur a besoin de gens qui le secourent, l'homme heureux n'a pas moins besoin de gens à qui il puisse faire du bien. Il est par trop absurde, à mon sens, de faire de l'homme heureux un solitaire séparé du reste des hommes. Qui voudrait posséder tous les biens du monde à la condition d'en user pour soi tout seul ? L'homme est un être sociable. Zoon politikon. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. Et cette loi s'applique également à l'homme heureux, car il a tous les biens que peut produire la nature, et comme évidemment il vaut mieux vivre avec des amis et des gens distingués qu'avec des étrangers ou avec le vulgaire, l'homme heureux a nécessairement besoin d'amis. Que signifie donc la première opinion que nous avons indiquée ? Et comment a-t-elle quelque chose de vrai ? Est-ce parce qu'on pense vulgairement que les amis sont les gens qui sont utiles ? Et que par suite l'homme heureux n'aura pas besoin de tous ces secours, puisqu'on suppose qu'il possède tous les biens ? Il n'aura même que faire d'amis et de compagnons de plaisir, ou du moins il n'en aura qu'un faible besoin, puisque sa vie étant parfaitement agréable, peut se passer de tous les plaisirs que les autres nous apportent. Or, s'il n'a pas besoin d'amis de ce genre, c'est qu'il n'a vraiment besoin d'amis d'aucun genre. Mais ce raisonnement n'est peut-être pas très juste. Au début de ce traité, on a dit que le bonheur est une espèce d'acte, en grec energeia. Et l'on comprend sans peine que l'acte arrive et se produit successivement, mais qu'il n'existe pas à l'état en quelque sorte de propriété qu'on possède. Or, si le bonheur consiste à vivre et à agir, l'acte d'un homme de bien est bon et agréable en soi, ainsi que je l'ai fait voir précédemment. De plus, ce qui nous est propre et familier nous procure toujours les sentiments les plus doux, et nous pouvons bien mieux voir les autres et observer leurs actions que nous ne pouvons observer les nôtres et nous voir nous-mêmes. Par conséquent, les actions des hommes vertueux, quand ce sont des amis, doivent être vivement agréables aux cœurs honnêtes, puisqu'alors les deux amis goûtent la jouissance qui leur est la plus naturelle. Voilà donc les amis dont l'homme heureux aura besoin, puisqu'il désire contempler des actions belles et familières à sa propre nature, et telles sont les actions de l'homme vertueux quand il est notre ami. D'un autre côté, on admet que l'homme heureux doit vivre agréablement. Mais la vie est bien lourde pour un solitaire. Il n'est pas facile d'agir continuellement par soi seul. Il y est bien plus aisé d'agir avec d'autres et pour d'autres. L'action alors qui est déjà si agréable par elle-même sera plus continue. Et c'est là ce que doit rechercher l'homme heureux. L'homme vertueux, en tant que vertueux, jouit des actions de vertu et s'indigne des fautes du vice, pareil au musicien qui se plaît aux belles mélodies et qui se dépite aux mauvaises. D'ailleurs, c'est bien aussi une manière de s'exercer à la vertu que de vivre avec des honnêtes gens,
ainsi que l'a remarqué Théognis. Et à considérer la chose plus naturellement, il est clair que l'ami vertueux est le choix naturel que l'homme vertueux doit faire, car je le répète, ce qui est bon par nature est en soi bon et agréable pour l'homme vertueux. Or la vie se définit dans les animaux par la faculté ou puissance qu'ils ont de sentir. Dans l'homme, elle se définit à la fois par la faculté de la sensation et par la faculté de la pensée. Mais la puissance vient toujours aboutir à l'acte, et le principal est dans l'acte. Ainsi il semble que vivre consiste principalement à sentir ou à penser, et la vie est en soi une chose bonne et agréable, car c'est quelque chose de limité et de défini. Et tout ce qui est défini est déjà de la nature du bien. De plus, ce qui est bon par sa nature l'est aussi pour l'homme vertueux, et voilà pourquoi on peut dire que cela doit plaire également au reste des hommes. Mais il ne faut pas prendre ici pour exemple une vie mauvaise et corrompue, pas plus qu'une vie passée dans les douleurs, car une telle vie est indéfinie, tout aussi bien que les éléments qui la composent. Et ceci se comprendra plus clairement dans ce que nous dirons plus tard sur la douleur. La vie à elle toute seule, encore une fois, est bonne et agréable, et ce qui le prouve bien, c'est que tout le monde y trouve des charmes, et très spécialement les gens vertueux et fortunés. Car la vie leur est la plus désirable, et leur existence est la plus heureuse sans contredit. Mais celui qui voit sans qu'il voit, celui qui entend sans qu'il entend, celui qui marche sans qu'il marche, et de même pour tous les autres cas. Il y a quelque chose en nous qui sent notre propre action de telle sorte que nous pouvons sentir que nous sentons et penser que nous pensons. Mais sentir que nous sentons ou sentir que nous pensons, c'est sentir que nous sommes, puisque nous avons vu qu'être, c'est sentir ou penser. Or, sentir que l'on vit, c'est l'une de ces choses qui sont agréables en soi, car la vie est naturellement bonne, et sentir en soi le bien qu'on nous possède soi-même est un vrai plaisir. C'est ainsi que la vie est chère à tout le monde, mais surtout aux gens de bien, parce que la vie est en même temps un bien et un plaisir pour eux, et par cela seul qu'ils ont conscience du bien en soi, ils en éprouvent un plaisir profond. Mais ce que l'homme vertueux est vis-à-vis de lui-même, il l'est à l'égard de son ami, puisque son ami n'est qu'un autre lui-même. Autant donc chacun aime et souhaite sa propre existence, autant il souhaite l'existence de son ami, ou peu s'en faut. Mais nous avons dit que si l'on aime l'être, c'est parce que l'on sent que l'être qui est en nous est bon, et ce sentiment-là est en soi plein de douceur. Il faut donc avoir aussi conscience de l'existence et de l'être de son ami, et cela n'est possible que si l'on vit avec lui, et si l'on échange dans cette association et paroles et pensées. C'est là véritablement ce qu'on peut appeler entre les hommes la vie commune, et ce n'est pas comme pour les animaux d'être parqués simplement dans un même pâturage. Si donc l'être est en soi une chose désirable pour l'homme fortuné parce que l'être est bon par nature et en outre agréable, il s'ensuit que l'être de notre ami est bien à peu près dans le même cas, c'est-à-dire que l'ami est évidemment un bien qu'on doit désirer. Or, ce que l'on désire pour soi, il faut arriver à le posséder réellement, ou autrement le bonheur sur ce point serait incomplet. Donc, en résumé, l'homme, pour être absolument heureux, doit posséder des amis vertueux.